Le bel esprit. Oh oui. Oh. Mes amis, à la vôtre, c'était le chèque de protéines de post-entraînement. Oh oui. Grosse séance de muscu. Et grosse review de WWE Raw sur Netflix du 27 janvier 2025. Depuis Atlanta en Géorgie. Alors mes amis, au cas où vous n'étiez pas au courant, Raw est passé sur Netflix le 6 janvier 2025. Non, bon, je vais pas refaire la blague. Je vais pas refaire la blague de le répéter toutes les 5 secondes, comme je l'ai fait, je crois, la semaine dernière. Mais bref, yes, donc épisode de Raw du 27 janvier. Yo les amis, avant de commencer ça, bel esprit, merci pour votre réception de la TLR Stories numéro 6. Alors je sais pas pourquoi, mais elle a plus de succès que la plupart des autres. Alors pas que l'analyse de match NXT TakeOver, mais le nombre de vues, il n'arrête pas d'augmenter. Alors est-ce que, si j'allais dire, est-ce que les gens, ouais, alors non, j'allais dire, est-ce qu'ils sont contents de voir comment j'ai vécu mon dernier jour à la WWE? C'est pas vraiment ça en fait. C'est vrai que dans cette TLR Stories numéro 6, mon dernier jour à la WWE, ouais, le format était différent et c'était vraiment plus par rapport au ressenti plutôt qu'un simple exposé de faits comme j'ai fait dans les autres Taylor Stories. Donc, apparemment, vous avez kiffé. Donc, bel esprit, j'en prends note. La Taylor Stories numéro 7 sera sûrement publiée, je pense, mi-février, peut-être même pour le jour de la Saint-Valentin. Et en attendant, mes amis, donc on a cette semaine. Ouais, alors hier aussi, très important, je ne vous avais pas précisé, j'ai avancé les heures des TLRAM. Hier, je l'ai posté à 17h ou 17h30, je crois. Pourquoi? Parce qu'au final, je me rends compte que à 20h, il y a pas mal de gens qui sont déjà soit en train de manger, soit en train de regarder autre chose. Donc au final, c'est mieux de le mettre en fin d'après-midi. Donc dorénavant, mes amis, les TLRAM seront postés à 17h30. Comme ça vous laissera un peu plus de temps de les regarder. Pour les regarder, en tout cas le lundi soir quand elles sont publiées, parce que le lendemain, donc il y a les reviews de Raw. Et c'est pour ça qu'on attaque celle du 27 janvier, mes amis, depuis Atlanta en Géorgie. Et c'est le dernier Raw avant le Royal Rumble. Et croyez-moi, ça s'est senti. Oh oui, ça s'est senti aussi bien dans le booking que dans le contenu de ce Monday Night Raw sur Netflix depuis le 6 janvier 2025. On a commencé, mes amis, avec une promo dans le ring de Seth Rollins, Seth roulant. Alors, en fait, ce qui m'a fait rêver dans ce Raw, c'est que on a eu au moins 4 ou 5 promos de gars qui disent « Je vais gagner le Rumble ». Oula, si je mets un shoot dans le trépied. Donc ouais, 4 ou 5 promos de gars qui disent qu'ils vont gagner le Rumble. Et ça a commencé avec Seth Rollins qui s'emballe à s'imaginer qu'il va gagner le Rumble. Et il commence à dire à la foule « Écoutez, c'est vous qui allez choisir qui je vais affronter à WrestleMania ». Ce qui fait que Gunther arrive, et Gunther le prévient que il n'est plus le meilleur catcheur à la WWE et que c'est dorénavant l'Autrichien Gauthier Gunther. Alors mes amis, on a Logan Paul qui arrive, Logan Paul qui apparemment a demandé un salaire de 250 millions à la WWE. Ouais, je peux même pas rire en fait, je peux même pas trop rire parce que alors là mes amis, magnifique. Hein. Vous avez vu que ce week-end j'étais bien flingué, bon j'ai réussi à faire mes 2 shows. J'ai réussi à faire le show en Italie et le show à Marseille, bel esprit. Je me suis débarrassé de cette pseudo-grippe en 2 jours. Mais j'ai toujours un peu les bronches qui sont un peu prises, dans le sens que dès que je rigole un peu trop, je me mets à tousser. Mais dans tous les cas, bel esprit, oh oui. Plus de fièvre, plus de douleur, et c'est parti. On rattaque la semaine de ouf. Et bref, tout ça pour dire, Logan Paul, alors apparemment j'ai vu sur les Dirt Sheets qu'il aurait demandé un salaire de 250 millions à la WWE. Sachant qu'un mec comme Randy Orton, apparemment, d'après ce que j'avais vu, fait dans les 10 millions. Non, ouais, non, c'est Roman Reigns qui fait dans les 10 millions, je crois. Logan Paul qui demande 250 millions. Alors, dans tous les cas, il faut toujours prendre en considération plusieurs éléments. C'est pas juste Logan Paul en mode catch. Faut voir tout ce qu'il y a derrière Logan Paul. Faut voir le business que lui ramène. Faut voir le business que lui, il gère. Faut voir son compte en banque aussi. Et faut voir aussi les caisses de TKO. Parce que je pense pas que la team Logan Paul demande ça à TKO si TKO était pas capable de les donner. Et d'un autre côté, si je pense pas qu'ils demanderaient ça si à leurs yeux TKO n'aurait pas plus à gagner que 250 millions. Parce qu'en fait, il faut aussi considérer ça, c'est que 250 millions c'est son salaire, mais pour payer autant une superstar, c'est que derrière vous allez faire encore plus d'argent. Sinon il n'y a aucun intérêt, il y a littéralement aucun intérêt à faire ça parce que c'est de la perte claire et nette d'argent. Donc
Vous savez, moi je suis pas dans les affaires de Logan Paul, je sais pas combien il rapporte, combien différentes entreprises font de chiffre d'affaires chaque année. Je sais pas quel est le chiffre d'affaires de TKO non plus en détail, notamment la division WWE. Donc voilà, mais ça me semble quand même vachement beaucoup, hein. 250 millions c'est quand même vraiment pas mal. Je pense pas qu'il ait jamais eu un catcheur dans l'histoire du business, et je parle catcheur, hein, je parle même pas de superstar des réseaux sociaux qui est devenu catcheur. Je pense pas que même Hogan à son apogée ou Steve Austin n'a jamais fait, je pense, 250 millions par an. Ou alors en un seul contrat. Donc à voir mes amis, à voir. Et en attendant, on sent que la foule peut pas blairer Logan Paul. Et c'est pas le genre de hit, genre en mode t'es un heel parce que tu fais bien ton boulot, enfin on te hue parce que tu fais bien ton boulot de heel, non, c'est on te hue parce que tout simplement on t'aime pas. Mais c'est une réaction mes amis, mais c'est une réaction. Donc au final, il y a quand même de l'argent à se faire, parce que regardez, Logan Paul arrive à en faire en quelques secondes, ce que personne d'autre n'a réussi à faire jusqu'à présent, faire passer Gunther face. La foule se met à acclamer Gunther quand Gunther dit « Je vais te battre si jamais tu gagnes le Rumble ». Donc bon, au moins on peut donner ça à Logan Paul. Et bref, après je vous dis franchement, Logan Paul, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, faut quand même avouer que dans le ring il est quand même salement bon. Il est salement bon, il a de très bons instincts. Au micro, ça va. Il a du charisme, il gère assez bien le micro, mais c'est surtout que dans le ring, le mec, il a assimilé le catch comme quasiment personne avant lui. Je parle d'une personne extérieure au business. Donc bon, à voir, mes amis, à voir. À voir surtout si ça va être rentable pour la WWE, si jamais il lui donne ce salaire. Bref, et donc ce segment que, pour commencer Monday Night Raw, c'est quand même, je trouve, assez plat, parce que c'est uniquement pour faire mousser le Rumble. D'ailleurs, on le sent dans le booking de Triple H. Là, on le sent que... En fait, j'y pensais d'ailleurs, on a la muscu tout à l'heure à 6h, après avoir fini de regarder Monday Night Raw. Le truc, c'est que on sent que Triple H, c'est un catcheur. À l'opposé de l'époque de Vince, où Vince n'était pas catcheur à la base. Vince, c'est un businessman, c'est un promoteur. Et on sent que dans ce booking de Raw, on le verra en conclusion, mais autant le dire tout de suite, tout est mis en avant pour faire mousser le Rumble et son vainqueur. Pourquoi ? Parce pour un catcheur, ce qui compte, c'est de gagner des matchs, de gagner des titres, d'avoir un palmarès. C'est comme ça qu'un catcheur considère le succès de sa carrière. Un promoteur comme Vince, lui, comme on me l'avait dit, alors je sais plus si, je sais pas dans une Taylor Stories peut-être, oui je crois, oui c'était je crois dans celle justement où je décris mes interactions avec Vince. Vince, au bout d'un moment, le catch il s'en foutait, il voulait autre chose que du catch, il voulait des histoires. Et dans ce booking de Raw, on a senti que tout est mis en avant, toute la lumière est mise sur les vainqueurs des Rumble. Ce qui est bien dans un sens, mais ça donne un Raw assez plat et one-dimensional. Alors que je redis, un mec comme Vince, lui, aurait fait des storylines qui partaient dans tous les sens. Alors, à tort ou à raison, peu importe. Mais on sent vraiment la différence de booking entre les deux. Parce que l'un est catcheur, Triple H, et l'autre ne l'était pas, Vince McMahon. Enfin bref. Après ça, mes amis, on a un World Tag Team Championship match entre les War Riders et Dominique Mysterio et JD McDonagh. Alors, un début à 300 à l'heure et JD McDonagh qui a failli littéralement mourir en s'explosant l'arrière du crâne sur un Asai Moonsault. Waouh! Je mets encore un shoot dans le trépied. Donc, en faisant un Asai Moonsault et en s'explosant donc l'arrière de la tête sur la table des commentateurs. Le pauvre, il a survécu. On ne sait pas comment il a fait parce que ça a l'air vraiment douloureux à cette chute. Et bref. Et c'est alors d'un autre côté, ce début à 300 à l'heure où les heels attaquent les babyface, ça leur donne un avantage et une chance de gagner, donc c'est un bon storytelling. Bon, les champions reprennent vite l'avantage et le contrôle du match, mais c'est ce que j'ai vraiment kiffé dans ce match, et bel esprit j'ai envie de dire, parce que des fois on le voit pas à la WWE, et vous le savez pour ceux qui regardent les reviews régulièrement. Au moins dans ce match, les proportions et les gabarits des physiques ont été respectés. On n'a pas des poids légers qui se mettent à soulever des super poids lourds. Parce que ça, c'est ce qui me sort par les yeux, ça se dit, oui, parce ce qui me sort par les yeux, et ça n'a aucune espèce de logique. C'est dédicace à Butch, Dobby, qui soulevait Sheamus en superplex dans ses matchs contre lui, ça n'avait aucune espèce de sens. Sheamus, il fait 120 kilos, et Butch, il en fait 70, c'est débile, complètement irréaliste qu'un mec comme ça soulève Sheamus. Là, dans ce match, on n'a pas vu ça. Là, on a vu des heels qui sont des poids légers, être obligés d'attaquer les babyface qui sont des poids lourds par derrière, et ça entretient non seulement la dynamique babyface heel, mais ça entretient aussi le respect des gabarits, storytelling 101, bel esprit. La preuve, à un moment, le Judgment Day, ils ont besoin de littéralement faire 3 prises d'affilée pour tenter ne serait-ce qu'un tombé et tenter la victoire.
Et presque on y croit, parce que je crois, alors c'est quoi, il y a eu un splash suivi avec un moonsault et après un autre truc, et là ils font tomber 1, 2, et les faces se dégagent. Enfin non, même pas ils se dégagent, je crois que c'est Ivar qui pousse, non, Eric qui pousse Dominique sur la tentative de tomber des îles. Enfin c'est bel esprit, bel esprit, bel esprit, ça c'est bel esprit. Quand les gabarits et quand l'histoire racontée rentre dans une logique, oh oui, bel esprit. Et les champions conservent dans un très bon match par équipe, mais c'est pas une surprise étant donné que les Roll Riders étaient impliqués. Très très bon qu'ils aient les titres par équipe parce que c'est largement mérité après la carrière de ouf qu'ils ont eu. Après ça, mes amis, on a un singles match entre Rey Mysterio et Xavier Woods. Xavier Bois. Forêt ou bois. Alors ça, j'ai l'impression que ça... Alors, j'espère pas dire de bêtises, mais ça fait 3 semaines d'affilée que Rey Mysterio est en action à Raw. Alors j'ai l'impression qu'avec le passage sur Netflix, est-ce que c'est une des conditions du contrat, genre ouais, on veut Rey Mysterio toutes les semaines en action? À voir. Ou alors est-ce que Rey Mysterio est payé plus s'il catch sur Netflix? Ou alors est-ce que c'est lui qui demande à être mis en avant sur Netflix? Parce que, alors, est-ce qu'on a les chiffres d'ailleurs de l'audimat sur Netflix? Je suis très curieux de savoir combien ils font Raw maintenant qu'ils sont sur Netflix. Bon, au pire, je ferai une recherche. Ouais, je ferai une recherche à l'occasion sur Google. Mais si vous le savez dans les commentaires, n'hésitez pas à partager l'info s'il vous plaît. Je serais très curieux de voir un peu si le passage sur Netflix a été bénéfique au final. Bon, je pense financièrement oui pour la WWE, vu le contrat qu'ils ont signé. Mais niveau audimat, est-ce que c'est bénéfique pour la WWE? Grosse question. Ensuite, alors Woods et Kofi, ils ont vraiment l'air de s'amuser avec ce heel turn. Et ça fait du bien de voir Xavier Woods en action dans le ring. Parce que c'est probablement un des gars avec le plus grand potentiel qui n'a jamais vraiment eu de carrière solo. Je me souviens à l'époque quand j'étais encore à NXT et que Xavier Woods commençait un peu à être de plus en plus à la télé, notamment à NXT TV. On sentait qu'ils voulaient vraiment faire une star. Mais au final, il n'a jamais été une star solo. Il a fait le New Day, que je ne dis pas de bêtises. Comment il a débuté sur la route? Sur la route, il a débuté comment? Je crois directement avec le New Day ou non? Non, il a fait autre chose, hein, je crois. Enfin bref, dans tous les cas, ouais, le mec, c'était, comment il s'appelait? Consequences Creed à la TNA. Il avait des super matchs là-bas. Il est signé en développement à FCW Tampa, puis ça devient NXT. Il est mis en avant un peu à NXT TV. On sent qu'ils veulent vraiment bien le faire mousser. Puis après, le mec, ça fait 10 ans qu'il est dans le New Day. Et à mis à part ça, donc oui, il y a des titres par équipe, de champion par équipe. Il a été King of the Ring, mais en solo, il n'a jamais vraiment eu de big run solo. D'autant plus que voilà, le mec, il a quand même énormément de charisme, un bon petit physique, il est super bon dans le ring. Voilà. Donc bref, ça fait plaisir de le voir en action. et ça fait délirer parce qu'en fait il y a toujours cette storyline où d'abord c'était Kofi avec sa mère et là c'est Xavier Woods vu que c'est sa hometown d'Atlanta qui fait venir soi-disant sa famille au bord du ring, sa famille qui se ramène au milieu du match et que même eux ils approuvent pas le heel turn. Franchement bon, booking basique vraiment entre guillemets je vais pas dire caricatural mais très comédie. Mais bel esprit, que la famille, mais je pense que c'était des figurants, que la famille d'Xavier Woods sorte au bord du ring pendant le match avec des t-shirts New Day Sox, bel esprit, ça renforce encore plus la vibe. Je vous dis, hein, je pense que Xavier Woods et Kofi s'éclatent, ça se sent qu'ils s'éclatent dans ce heel turn et c'est très bel esprit. Et d'ailleurs, donc, c'est l'arrivée de la famille ringside de Woods, ça cause sa défaite et victoire de Rey Mysterio. Oh oui, dans encore une fois, un bon petit match. Ensuite, il y en a une promo de Jey Uso. Et alors là, c'est là que ça commence. Les amis, c'est là que ça commence que tout le monde va gagner le Rumble. Cette année, il va y avoir 10 vainqueurs du Rumble. Pourquoi? Parce qu'il y a Jey Uso qui arrive avec une entrée de presque 5 minutes. Et, en tant que bon babyface, il reconnaît sa défaite samedi, donc bel esprit. Il se serait plaint, il aurait crié à l'arnaque, aurait crié à l'injustice. Un bon babyface reconnaît, ok, j'ai perdu, je le reconnais. Mais, je vais gagner le Rumble. Lui aussi. Alors, on a commencé, mes amis, avec Seth Rollins qui dit qu'il va gagner. Ensuite, bon, Gunther, lui, il est déjà champion, il n'est pas dans le Rumble. Logan Paul arrive, il dit qu'il va gagner. Maintenant, Jey Uso. Ok, d'accord, tout le monde va gagner, en fait. Après ça, on a un tag team match entre Raquel et Liv Morgan contre Naomi et Bianca Belair. Donc, bref, un bon petit tag match. Oh oui. Mais par contre, je sais... Alors, là, stick with me, people. Dites-moi sincèrement, parce que autant je respecte énormément ses capacités athlétiques, autant je commence à me lasser de Bianca Belair. Je vous explique pourquoi. En fait, j'ai l'impression que quand on a vu un de ces matchs où elle place tous ses flips, tous ses saltos de la deuxième corde,
qui a tous ses spots avec le truc de la saisir par la queue de cheval, enfin la ponytail, ses cheveux qui descendent jusque par terre. D'ailleurs, je pense pas que ce soit vraiment, je pense pas que ce soit des rajouts. Non, je pense pas. Est-ce qu'elle a déjà fait une interview où elle précise si c'est vraiment ses cheveux là qui sont aussi longs. Bref, ça pour dire, les amis. En fait, j'ai l'impression que quand on a vu un match de Bianca Belair où elle place toute sa, comment dire, dans le business, qu'elle place toute sa merde, en fait, on les a tous vus. Et là, c'est ça, en fait, le truc, j'allais dire, c'est toujours les mêmes spots, et c'est toujours, entre guillemets, plus ou moins la même histoire racontée avec ses cheveux, on la retient par les cheveux pour pas qu'elle passe le relais. Mouais. À voir, parce que, franchement, bon, ça fait maintenant, à peu près 6 mois, un peu plus de 6 mois maintenant que j'ai repris les shows et que je les regarde toutes les semaines. Maintenant, je commence à être habitué quand même au produit. Et là, je me rends compte que... Alors, peut-être, vous, ça vous le fait depuis des années. Mais moi, Bianca Belair, j'ai jamais vraiment regardé en action, mis à part depuis que j'ai repris la chaîne, en juillet. Donc là, maintenant, je commence à me rendre compte que, ouais, en fait, Bianca Belair, elle est exceptionnelle, d'accord, dans le ring. Mais grosso modo, une fois que tu as vu un de ces matchs où elle a tout placé, en fait, j'ai l'impression que tu les as tous vus. Et c'est ça... Et en fait, c'est ça qui est magnifique dans le business. C'est à ça qu'on voit un vrai catcheur ou une vraie catcheuse d'une personne qui place juste ses prises. Je vous explique. Et ça, je l'avais déjà utilisé comme exemple, mais c'est toujours bon de le reciter. Prenez un mec comme Bret Hart. Ok, Bret Hart, probablement un des meilleurs catcheurs de l'histoire. Je vais pas dire le meilleur, mais in-ring, c'est débattable. Je vais vous dire pourquoi. Bret Hart, je vous le redis, a au moins 10 matchs à son actif qui sont des classiques. Des classiques, on peut aller les voir aujourd'hui et ils tiennent encore la route aujourd'hui. J'avais fait l'énumération, mais allez, on la refait dans une autre télé-reviews, mais bon, vu qu'on approche des 100 quand même, autant les refaire, parce que je pense pas qu'il y en a certains sur la chaîne, dont beaucoup de nouveaux arrivants. Alors je sais pas d'où vous venez les amis, mais bel esprit. Il y a eu presque 200 nouveaux abonnés depuis ce week-end. Regardez, on va faire une sélection des 10 matchs, mais il y en a encore une bonne quinzaine je pense, des matchs de Bret Hart qui sont des références. Bret Hart contre Mr. Perfect, alors c'était au King of the Ring je crois. Bret Hart contre Owen Hart à WrestleMania 10. Bret Hart contre Chris Benoit en hommage à Owen Hart qui avait décédé à la WCW. Bret Hart contre... alors, tous les matchs, Bret Hart Booker T pour le titre télévision WCW. Bret Hart contre Sting à Halloween Havoc. Bret Hart contre Shawn Michaels à Iron Man match. Bret Hart contre Steve Austin WrestleMania, là où Austin pisse le sang. Bret Hart contre... 1, 2, 3 Kid qui était magnifique ce match à Raw. Bret Hart contre Bam Bigelow était vraiment pas mal hein, le match qu'il avait eu avec lui. Bret Hart contre qu'est-ce qu'on a d'autre, il y a tellement de classiques. Je sais qu'il y a eu Razor Ramon, il avait fait un match contre lui je crois pour le titre intercontinental. Ça s'en est 10 et j'ai encore même sans même vraiment réfléchir. Il y a Montreal Screwjob, Bret Hart contre Undertaker. Yo les amis, yo. Et ça, et alors d'un autre côté, pourquoi je dis ça, c'est parce que d'un autre côté, vous voyez donc un match d'une catcheuse comme Bianca Belair, en fait vous les avez tous vus. Alors qu'un mec comme Bret Hart, même s'il fait oui entre guillemets souvent, pas souvent les mêmes prises, mais son comeback et sa succession de prises sont toujours les mêmes entre guillemets. En attendant, le mec, il arrive toujours à surprendre et il arrivait à l'époque en tout cas à toujours sortir des matchs différents. Et c'est ça qu'on voit un grand catcheur. C'est pas un catcheur qui, vous avez vu un match, vous les avez tous vus. Ok, essayez de comprendre comment ça marche. Et donc, respect total à un gars comme Bret Hart, même s'il est un peu aigri quand même avec les années. Mais je peux pas rire à fond, ça me gave. Ouh là là. Et voilà. Bon, dites-moi dans les commentaires si vous partagez mon avis sur Bianca Belair. Alors je dis pas que c'est une mauvaise catcheuse, non. Mais ça tourne en rond, je pense, je trouve, son in-ring. Donc les faces, alors on en revient à ce match en équipe entre Raquel et Liv, contre Naomi et Bianca. Donc si les heels gagnent, elles ont une chance pour le titre par équipe. D'ailleurs, titre par équipe qui va être défendu à NXT, je crois, demain contre les Meta Girls, Jakara Jackson et Lash Legend. Deux excellentes catcheuses également. Donc les faces dominent le match, mais heureusement, les heels gagnent. Pourquoi je dis heureusement? Parce qu'en général, quand une des parties du match domine, vaut mieux que ce soit l'autre qui gagne. Parce que sinon c'est le clan des serpillères qui recrute. Hein. Donc là c'est bien. Les faces dominent le match, mais ils perdent et les heels gagnent à la fin. Donc bel esprit. L'équilibre des forces est rétabli et les heels auront une chance pour les titres par équipe. Après les amis, on a une in-ring promo de Paul Heyman. Donc Paul Heyman ne participe pas au Rumble. Donc je pense pas qu'il va annoncer qu'il va gagner le Rumble. Mais par contre, oui, il fait mousser Roman Reigns. Et alors en plus de montrer la couverture
du nouveau WWE 2K25 avec Roman Reigns dessus, qui n'est pas physiquement présent à ce Raw. Ok, alors c'est bien, ça fait de l'anticipation pour son retour, mais l'emploi du temps de Roman Reigns c'est vachement cool. Comme prévu, Paul Heyman annonce que Roman Reigns va gagner le Rumble lui aussi. Oh oui, oh oui. Et ça ramène sur le ring Drew McIntyre, qui arrive toujours avec une forme physique absolument incroyable. Et alors là, grosse surprise, un participant du Royal Rumble qui annonce qu'il va gagner le Rumble lui aussi. Drew McIntyre annonce qu'il va gagner le Rumble et qui va surtout balancer par-dessus la troisième corde Roman Reigns et faire très mal à CM Punk. Oh oui, oh oui. Donc je vous annonce mes amis, tout le monde va gagner le Rumble, c'est incroyable cette année. Ça va être un truc de ouf, il va y avoir au moins 10 vainqueurs différents. D'ailleurs, pour info, ça c'est un petit truc technique que j'ai remarqué, mais je pense que vous aussi, le travail caméra de ce segment était splendide. Hein. Il était splendide parce que ces angles de vue avec le visage de Paul Heyman sur dans le coin en bas à droite de la couverture, en fait de la grosse bâche avec la couverture de 2K25, lors des interactions avec le vrai Paul Heyman, pas la représentation sur la couverture, et Drew McIntyre était magnifique. Hein. Ce travail caméra était splendide dans ce segment. Oh oui, oh oui. Et après, mes amis, on enchaîne donc sur un singles match entre Drew McIntyre et Sami Zayn. Donc, on a vu plutôt dans la soirée une interaction entre Sami Zayn et Karrion Kross. Mes amis, expliquez-moi c'est quoi le spot de Karrion Kross. Le mec ne catche jamais. Je veux bien ce spot. Oh oui, je veux bien ce spot. Je veux bien un contrat salaire route, main roster WWE. Et parce que ça c'est sûr pardon, c'est sûr, je pense pas que Talent Relation, les relations humaines, va dire à Karrion Kross, désolé mec, il y a tellement de trucs qu'on peut faire avec toi, on sait pas comment t'utiliser. Oh mon dieu, ça. Et, franchement, vous avez kiffé ce passage, mais de toute façon, en plus, il est 500% vrai. Hein, il n'y a absolument rien d'inventé dans la Taylor Stories. Mais ça me fait sourire. Ça me fait toujours délirer de repenser à cette remarque. Parce que bon, en attendant, je vous redis, hein, moi, le spot de Karrion Kross, je le veux bien. Le mec, il catch jamais, mais il est toujours en bel esprit. Alors, j'espère pour lui qu'il n'est pas blessé. Mais bon. Sami Zayn pisse le sang dans le match. Mais il continue le combat, bel esprit. Alors au début, avant de voir ce qui s'était vraiment passé, parce qu'après j'ai mis un replay, en fait il pisse le sang. Il pisse le sang suite à un swinging DDT qu'il a fait à Drew McIntyre, et Drew McIntyre lui tape le coude sur le nez. Et direct il se met à pisser le sang. Les accidents arrivent. Mais avant de voir à quoi c'était dû, j'ai repensé à un truc. En fait j'ai repensé à un truc qui m'était arrivé avec un match qu'on verra en TLR Stories. Un match simple que j'avais eu à Impact Wrestling contre EC3. Ethan Carter de Third. Et très bon match d'ailleurs, très bon match qu'on analysera en vidéo lors d'une TLR Stories. Mais, oh le gars, enfin très gros professionnel et bel esprit. Mais le mec, les cordes à linge qu'il me mettait, waouh, il les appuyait. Et en fait, avec le recul, je me suis rendu compte que le travail télé aux États-Unis, les mecs, ils appuient vraiment les coups. Ils appuient les coups parce que je pense que dans leur tête, ils se disent, oulala, je suis à la télé, il faut vraiment que ça ressemble à quelque chose. Alors, ok, bel esprit, le catch c'est pas de la danse, ok, il n'y a pas de problème, on se rentre dans la gueule, ok, pas de problème. Mais je vois souvent, pas tout le temps, mais ça arrive souvent quand même, à Raw ou sur leurs émissions télé, des mecs qui saignent de la bouche. Pourquoi ? Parce que je pense qu'ils se rentrent un peu plus dans la gueule que sur les live events. Et ça me fait toujours réfléchir, parce que je me dis, en live event, si moi le mec il me fait pisser le sang de la bouche, sur un coup, je vais le prendre mal. Oh oui, je vais le prendre mal. Maintenant, ça arrive, j'allais dire tellement souvent de ce que je vois à la télé, alors même si là, le nez, c'est un accident, c'est pas un coup dans la gueule, mais c'est comme ça que j'ai réfléchi avant que je vois à quoi était dû le pissage de sang de Sami Zayn. En fait, je me dis, donc moi, sur un live event, ça m'arrive, je le prends mal. Mais à la télé, ça arrive tellement souvent que je me demande que si c'est pas tout simplement accepté comme un des risques de catcher en mode télévisé. Et ça m'a rappelé alors deux choses d'ailleurs. Vous le verrez dans les TLR Stories, hein, quand on les fera les matchs à impact, ça arrivera très bientôt. On va commencer à les faire et à les publier. Mais EC3, les cordes à linge, il les appuyait, c'était assez haute, hein, c'était limite dans la gorge. Et alors les coups de poing de Jeff Hardy, oula, j'avais catché 2 ou 3 fois avec les Hardy Boys. Et les coups de poing, vous les sentiez de Jeff. Alors je pense aussi, c'est parce qu'il avait un plâtre sur le poignet. Et il avait une façon bizarre de donner les coups de poing. Il les donnait sur le sommet du crâne et il venait avec la main ouverte. Et à chaque fois je le sentais, c'était pas comme des coups de marteau sur la tête, mais on les sentait bien passer.
Donc bon, c'était très intéressant, c'était une expérience très intéressante Impact Wrestling, et vous verrez ça dans les TLR Stories qui arrivent. Oh oui mes amis. Et donc en attendant, pour revenir sur ce match, excellent combat entre les deux, de toute façon c'est pas étonnant, et une victoire de Drew qui triche en mettant les pieds dans les cordes. Bel esprit, c'est old school, et on le voit pas assez souvent. Oh oui. Et suite au combat, alors mes amis, suite au combat, le brand split, la séparation de Raw et SmackDown, se fait littéralement chiasser dessus. J'invente un nouveau mot. J'invente un nouveau mot. Ça va pas être le titre de la review. Le titre de la review, je pense, je le sais déjà, ça va être tout le monde va gagner le Rumble cette année ou un truc comme ça. Mais j'invente un mot dans cette review qui va être chiasser. En fait, c'est pas chier, c'est chier de la chiasse. Chiasser. Le brand split, suite à ce combat entre Sami Zayn et Drew McIntyre, se fait chiasser dessus. Littéralement chiasser. Oh oui. Déverser de la chiasse dessus. Pourquoi? Parce que donc Cody vient aider Sami Zayn qui se fait attaquer par Drew McIntyre, et Owens vient attaquer Cody Rhodes qui était donc venu sauver Sami Zayn. Ouais. C'est vrai que beaucoup se plaignent que le brand split ne signifie plus rien depuis des années. Là, je suis d'accord avec vous. Hein, parce que ça sert à quoi, en fait, d'avoir un Cody qui est exclusif, techniquement, à SmackDown, et le mec, il est à Raw quasiment toutes les semaines. Ça sert à quoi d'avoir deux titres mondiaux, si les deux titres sont sur le même show? Ouais. Mais bon, en fait, ils nous mettent en place ce segment. Pourquoi? Parce que Cody enchaîne avec une promo et il se fait couper par CM Punk, qui lui aussi, j'imagine, arrive pour annoncer qu'il va gagner le Rumble. Et donc, par contre, je connecte pas avec Punk quand il dit à Cody que le ladder match qu'il va avoir avec Kevin Owens au Royal Rumble est le plus gros match de sa carrière. Ça, c'est le genre de truc. Je trouve ça naze. Naze et relou de vouloir à tout prix faire mousser le incoming PLE, Premium Live Event, et pour cela de faire comme si les matchs qu'il y a sur ce show sont les plus importants de la carrière de tous les participants qui catchent. Non. Le plus gros match de la carrière de Cody, ça pouvait être le match contre Roman Reigns à WrestleMania l'année dernière, ou encore éventuellement son match contre Goldust à la AEW. Enfin voilà. Un match à échelle contre Kevin Owens au Royal Rumble, c'est pas ça le match le plus important de sa carrière. Et c'est dommage qu'on mette dans la bouche de CM Punk, qui est tellement bon au micro, des phrases aussi banales et nazes. Donc mes amis, voilà, comme prévu, comme annoncé, CM Punk annonce qu'il va lui aussi gagner le Rumble, mais contrairement aux autres, il annonce clairement et directement à Cody que s'il le gagne, et qu'il va gagner, donc ça va être le 11e vainqueur sûrement du Rumble, il affrontera Cody pour le titre à WrestleMania, et il lui dit en face, parce que c'est un ami, et un ami lui dit que je vais pas te poignarder dans le dos, mais je vais pas te poignarder dans la poitrine. Oh oui, libre à vous mes amis d'en déduire ce que vous voulez. C'était pas mal quand même la vibe de Rhodes dans ce segment, parce qu'on commençait à sentir une sorte, je vais pas dire de heel turn, mais une fine line entre les deux. Et en fait le truc c'est que on va attendre la review de SmackDown pour faire le pronostic du Rumble. Oh oui. D'ailleurs, alors mes amis, je suis toujours en train d'essayer de trouver une façon de regarder le Rumble en live. Si dans le pire des cas, de toute façon je vous le dirai lors de la review de SmackDown, mais si dans le pire des cas c'est pas possible de le faire en live, ce que je ferai, eh bien, je ferai quand même une review live, YouTube, mais en matant la rediff du Rumble sur Watch Wrestling. Donc ça sera peut-être dimanche à 10h du mat, par exemple. Un truc comme ça, voilà. Si jamais il n'y a pas moyen de le faire dans la nuit en direct, eh bien, dimanche à 10h du mat, on matera ensemble le Rumble. Ça sera parti pour presque 4 heures de live YouTube. Oh oui, mes amis. Mais donc, avant d'en arriver là, le booking du Rumble va être super dur cette année, hein, parce que vu que tout le monde annonce qu'ils vont gagner, je sais pas comment ils vont faire. Est-ce qu'on va avoir 10 gagnants? Non. Mais bon, non, franchement, vous verrez. Moi, j'allais dire, j'ai mon favori. Celui qui, niveau storyline, a plus de chances de gagner. De toute façon, je pense que c'est un secret pour personne. Dites-le moi dans les commentaires. On verra. On verra si vous êtes d'accord avec moi. Moi, je vous le dirai à la fin de la review de SmackDown samedi, qui, je pense, va gagner le Rumble masculin. Rumble féminin, ça, par contre, j'ai vraiment pas d'idée, parce que, au final, il est très peu mis en avant. D'ailleurs, en parlant de Rumble féminin, c'est un truc qui me fait halluciner, ça aussi. Les gars, ils ont créé des titres secondaires féminins, le titre américain et le titre intercontinental. Ok, cool. Lyra Valkyria, qui est championne intercontinentale, elle est dans le Rumble, elle défend même pas son titre.
Même à Raw, elle ne défend pas. C'est nimp. Là, franchement, c'est un peu nimp quand même. Ça servait à quoi de créer ces deux titres si les champions ne défendent jamais le titre dans des matchs solo? J'ai pas compris. Bon, enfin bref. Et le booking du Rumble féminin, ouais, pareil, j'allais dire, il laisse un peu à désirer dans le sens que je serais aujourd'hui incapable de vous dire déjà qui participe au Rumble et qui est le plus en vue pour gagner. Alors le cœur va dire oui, Yoskai, elle le mérite et tout, d'accord, mais je pense pas. Je pense qu'ils vont l'utiliser pour pousser quelqu'un d'autre. À voir, mes amis, à voir. Mais en attendant, pour le Rumble masculin, on a bien compris une chose, c'est que tout le monde va gagner cette année le Rumble. Oh oui, mes amis, c'était la review de Monday Night Raw. Et la question du jour de Pierre-Paul, ami québécois, lui aussi, et très actif sur la chaîne, aussi bien dans les lives que dans les commentaires. Alors, tu me dis, Pierre-Paul, Tom, quand tu vois des célébrités, justement, j'ai pris ce commentaire par rapport à Logan Paul. Tom, quand tu vois des célébrités comme Bad Bunny, Logan Paul et Pat McAfee et même Johnny Knoxville à WrestleMania 38 face à Sami Zayn être génial dans un ring ou faire des trucs divertissement comme le match à WrestleMania 36 Sami Zayn contre Johnny Knoxville, qu'est-ce que ça te fait de voir que le catch pour eux ça a l'air naturel pour eux alors qu'ils se sont pas entraînés beaucoup? Alors, c'est une bonne question parce que déjà je pense pas qu'ils se soient pas entraînés beaucoup. Un mec comme Johnny Knoxville, je sais pas, je me souviens pas avoir regardé son match avec Sami Zayn, mais je pense quand même qu'ils se sont entraînés pendant des semaines pour parfaire le match. Ça, c'est le premier truc. Pat McAfee, Logan Paul, eux, c'est des athlètes. Donc, ils ont les capacités athlétiques pour faire, allez, 2 ou 3 mois d'entraînement dans le ring au Performance Center, et c'est bon, ils vont être capables de sortir un match. Ça, c'est pas un problème. Bad Bunny, c'est encore autre chose. Lui, c'est un chanteur à la base. Donc, je sais pas si le mec, c'est un athlète et tout. Mais c'est vrai qu'il avait assez bien géré. Mais pense pas qu'ils se sont pas beaucoup entraînés. La WWE va jamais prendre le risque de mettre à l'écran un non-catcheur, surtout sur un PLE, un pay-per-view, PLE, peu importe, sans que derrière, ils soient sûrs que le produit va en valoir le détour. Parce que sinon, c'est leur réputation qui est en jeu et tout, le respect du public et donc le produit qu'ils font, la rentabilité. Donc non, les gars, ils s'entraînent comme des oufs. Qui on avait vu à mon époque au Performance Center qui était venu? Je sais qu'il y avait. Ah, ouais, non, mais lui, il était pas venu s'entraîner. Il y avait eu la montagne. Thor Bornstone, la montagne dans Game of Thrones, qui était venu au Performance Center. Il était géant. Il était gigantesque. Hein. Il était venu en fait, visiter un peu le truc parce que je pense que la WWE était intéressée pour le signer, mais ils n'étaient pas capables de le payer jusqu'il demandait, j'imagine. Mais ouais, non, il s'était pas entraîné. Qui y avait eu d'autres Je sais plus s'il y avait eu des extérieurs au business. Parce qu'en général, en fait, je vous explique. Quand ça arrive, ce qui se passait au Performance Center, mais ça, on le verra dans une TLR Stories où je vous parlerai de la vie au Performance Center. En fait, souvent, ce qui se passait, c'est quand il y avait des invités comme ça qui venaient s'entraîner, en fait, ils le faisaient à huis clos. Donc, en fait, nous, ça nous faisait une journée off. Enfin, pas une journée, mais une demi-journée off, par exemple. Ou alors, dans ce qui se passait, c'est ça aussi. Ils en profitaient de le faire venir au Performance Center quand nous, on était sur la route. Par exemple, donc le jeudi, le vendredi ou le samedi après-midi. Là, on était, nous, sur la route, on était à l'autre bout de la Floride à faire un live event, à monter le ring et à catcher, ou alors juste à monter le ring et à le démonter si on catchait pas. Et pendant ce temps-là, le Performance Center était vide, et donc ils en profitaient pour peut-être laisser en arrière un ou deux gars assez bons dans le ring, un mec comme Jason Jordan ou Riddick Moss, ils le gardaient au Performance Center pour le faire catcher avec le mec invité qui venait, qui avait besoin de bosser sur son in-ring. Oh oui, donc c'est comme ça que ça se passait. Donc soit ils nous laissaient la journée off, notamment pour Tough Enough. Quand ils faisaient des tournages au Performance Center de Tough Enough, nous on avait soit la journée off, soit ils en profitaient de le faire quand nous on était sur la route en train de faire des live events. Donc voilà amigos, c'était juste pour te dire, en général il y a beaucoup d'entraînement derrière une célébrité qui va catcher surtout à un show comme WrestleMania. Maintenant moi ce que ça me fait de voir que le catch pour eux ça a l'air naturel, et ben je dis respect total. Parce que justement, franchement, et c'est là que c'est triste dans un sens, ces mecs-là, notamment Logan Paul ou de ce que j'ai vu Bad Bunny, catchent mieux que des mecs sur les indies qui soi-disant sont passionnés et catchent depuis des années. Donc là, c'est qu'il y a un problème, mes amis. Et le problème, c'est pas Bad Bunny ou Logan Paul, c'est plutôt les catcheurs soi-disant passionnés des indies qui sont même pas foutus déjà d'avoir un physique ou tout simplement d'avoir un bon timing et de raconter une bonne histoire dans le ring ou de présenter une bonne condition physique. Oh oui, mes amis. Bon, c'était la review de Monday Night Raw, un peu low, un peu basse en énergie, mais c'est pas grave, c'est parce qu'on est en train de récupérer de ces 2 jours de pseudo-grippe que j'ai eu. Oh oui, bel esprit. On se voit samedi. C'est vrai que ça fait bizarre, hein, les amis. Ça fait bizarre de se dire, on se voit samedi, donc dans mercredi, jeudi, vendredi, dans 4 jours pour la prochaine vidéo.
J'allais dire, il me tarde de reprendre les reviews d'NXT. Oh oui, oui, ouais. NXT ou alors Impact ou même AEW, je vais m'y remettre, je pense, c'est quasiment sûr. On va voir, on va suivre les énergies. En attendant, mes amis, parlant d'énergie, gardez les vôtres très 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 élevés. Les planètes étaient alignées, hein. Les planètes étaient alignées depuis quelques jours, donc c'est peut-être pour ça aussi que j'avais la tête qui jouait du tambour. Mais en attendant, mes amis, gardez les énergies élevées, gardez le bel esprit, et donc on se voit pour la review de SmackDown, la 100e review sur la chaîne. Oh oui, qui l'aurait cru en juillet quand on avait repris la chaîne, et aussi qui aurait cru qu'on aurait plus que doublé le nombre d'abonnés. Oh oui, on se rapproche des 10 000. Oh oui, et en attendant, mes amis, gardez le bel esprit. Merci pour votre soutien, likez, partagez, commentez, mettez le pouce. Oh oui, et surtout gardez le bel esprit. Ah oh.